Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps: immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te faire voyager. On va aller vers l'Orient et écouter l'une des histoires de Scheherazade. Chaque nuit, Scheherazade raconte une histoire au sultan. L'histoire d'aujourd'hui parle d'une princesse accomplie, courageuse et très déterminée. Ce conte de 1001 nuits s'appelle Le voyage de Parisade. Il est plus long que les histoires qu'on a lues jusqu'à présent, mais il est incroyablement riche, initiatique et très profond. Tu es bien installé? Alors écoute. Sire, commença Scheherazade, savez-vous qu'il y a bien longtemps, le sultan de Perse épousa la plus jeune des 3 sœurs d'une noble famille. Les 2 aînées étaient tellement jalouses de leur petite sœur qu'elles ont conçu un plan terrible contre elle. Elles ont fait enlever ses 3 enfants à la naissance et elles ont raconté au sultan que sa femme avait enfanté d'un chien, d'un chat et d'un morceau de bois. Le sultan, furieux, fit enfermer sa femme. Les 3 enfants, les 2 princes, Bahman et Perviz, et la princesse Parisade, furent nourris et élevés par l'intendant des jardins. À mesure qu'ils avancèrent en âge, les marques de grandeur parurent autant chez la princesse que chez les princes. On disait aussi que la princesse était d'une beauté sans pareille. Dès que les 2 princes furent en âge, l'intendant leur donna un maître pour leur apprendre à lire et à écrire. Et la princesse, leur sœur, quoique plus jeune, montra une envie si grande d'apprendre à lire et à écrire que l'intendant, ravi de cette disposition, lui donna le même maître. Piquée d'émulation par sa vivacité et par son esprit pénétrant, elle devint, en peu de temps, aussi habile que les princes ses frères. Ils étudièrent les beaux-arts, la géographie, la poésie, l'histoire et les sciences, même les sciences secrètes. Et comme ils n'y trouvèrent rien de difficile, ils firent un progrès si merveilleux que les maîtres en étaient étonnés et que bientôt ils avouèrent sans déguisement qu'ils iraient plus loin qu'ils n'étaient allés eux-mêmes, pour peu qu'ils continuassent. Dans les heures de récréation, la princesse apprit aussi la musique, à chanter et à jouer de plusieurs sortes d'instruments. Quand les princes apprirent à monter à cheval, elle ne voulut pas qu'ils eussent cet avantage sur elle. Il fit ses exercices avec eux, de manière qu'elle savait monter à cheval, tirer à l'arc, jeter la canne ou le javelot avec la même adresse. Et souvent même, elle les devançait à la course. Peu de temps après, l'intendant fut surpris par une mort si subite qu'elle ne lui donna pas le temps de dire aux enfants la vérité sur leur naissance. Les princes et la princesse, qui ne connaissaient d'autre père que lui, le regrettèrent comme tel. Un jour, alors que les 2 princes étaient à la chasse et que la princesse Parisade était restée à la maison, une dévote, qui était fort âgée, se présenta à la porte et pria qu'on lui permît d'entrer pour faire la prière dont il était l'heure. On alla demander la permission à la princesse, qui la donna avec joie. Elle invita la dévote à voir la maison et le jardin et à partager son repas. Pendant que les 2 femmes mangeaient, la princesse demanda à la dévote ce qu'elle pensait de la maison et du jardin, et si elle les trouvait à son goût. « Madame, répondit la dévote, il faudrait être d'un très mauvais goût pour y trouver à reprendre.
Elle est belle, meublée magnifiquement, sans confusion, très bien entretenue, et les ornements y sont ménagés on ne peut mieux. Quant à la situation, elle est dans un terrain agréable, et on ne peut imaginer un jardin qui fasse plus de plaisir à voir que celui dont il est accompagné. Si vous me permettez néanmoins de ne rien dissimuler, je prends la liberté de vous dire, madame, que la maison serait incomparable si 3 choses qui y manquent, à mon avis, s'y retrouvaient. Ma bonne, reprit la princesse Parizade, quelles sont ces 3 choses ? Enseignez-les-moi et je n'épargnerai rien pour les acquérir s'il est possible. Madame, reprit la dévote, la première de ces 3 choses est l'oiseau qui parle. C'est un oiseau singulier qui a de plus la propriété d'attirer des environs tous les oiseaux qui chantent, lesquels viennent accompagner son chant. La seconde est l'arbre qui chante, dont les feuilles sont autant de bouches qui font un concert harmonieux, de voix différentes, lequel ne cesse jamais. La troisième chose enfin est l'eau jaune, couleur d'or, dont une seule goutte versée dans un bassin préparé exprès, en quelque endroit que ce soit d'un jardin, foisonne de manière qu'elle le remplit d'abord et s'élève dans le milieu en gerbe, qui ne cesse jamais de s'élever et de retomber dans le bassin, sans que le bassin déborde. « Oh !» s'écria la princesse. « Je n'avais jamais entendu dire qu'il y eût rien au monde de si curieux et de si admirable. Mais comme je suis bien persuadée que vous n'ignorez pas le lieu où ces merveilles se trouvent, j'attends que vous me fassiez la grâce de me l'enseigner. » La bonne dévote répondit. « Les 3 choses dont je viens de vous parler se trouvent dans un endroit aux confins du royaume, du côté des Indes. Le chemin qui y conduit passe devant votre maison. Celui que vous y enverrez n'a qu'à le suivre pendant 20 jours, et le 20e jour, qu'il demande à la première personne rencontrée où sont l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante et l'eau jaune. » En achevant ces paroles, elle se leva, et après avoir pris congé de la princesse, quitta la maison. La princesse Parizade était absorbée par ses pensées quand les princes, ses frères, arrivèrent de la chasse. Ils entrèrent dans le salon, et au lieu de la trouver le visage ouvert et l'esprit gai selon sa coutume, ils furent étonnés de la voir recueillie en elle-même, et comme affligée, sans qu'elle levât la tête. Le prince Bahman prit la parole. « Ma sœur, dit-il, où sont la joie et la gaieté qui ont été inséparables avec vous jusqu'à présent ? Vous est-il arrivé quelque malheur ? » « Je vais vous dire ce que c'est, répondit la princesse. Vous avez cru, et je l'ai cru comme vous, continua-t-elle, que cette maison que feu notre père nous a fait bâtir était complète en toute manière et que rien n'y manquait. Aujourd'hui cependant j'ai appris qu'il y manque 3 choses. Ces 3 choses sont l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante et l'eau jaune de couleur d'or. » Et la princesse expliqua à ses frères ce que la dévote lui avait dit. « Ma sœur, répondit le prince Bahman, je me charge de vous ramener ces 3 choses. » La princesse essaya de dissuader son frère, mais il ne voulut rien entendre. Il monta à cheval et prit la route. Sans s'écarter ni à droite ni à gauche, il continua en traversant la Perse, et le 20e jour de sa marche, il aperçut sur le bord du chemin un vieillard, lequel était assis sous un arbre. Ce bon vieillard était un derviche, qui s'était retiré du monde il y a de longues années. « Bon derviche, dit le prince, je viens de loin, et je cherche l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante et l'eau jaune. Je sais que ces 3 choses sont quelque part par ici aux environs, mais j'ignore l'endroit où elles sont précisément. Si vous le savez, je vous conjure de m'enseigner le chemin. » Le prince remarqua que le derviche changeait de visage au fur et à mesure de ce discours, qu'il baissait les yeux, l'air gêné. « Seigneur, dit-il au prince, le chemin que vous me demandez m'est connu.
Mais je n'ai pas le cœur de vous l'indiquer car le danger auquel vous vous exposez est plus grand que vous ne le pouvez croire. D'autres seigneurs, en grand nombre, qui n'avaient ni moins de hardiesse ni moins de courage que vous, ont passé par ici et m'ont fait la même demande que vous m'avez faite. Mais hélas, ils ont tous échoué, car je n'en ai pas vu revenir un seul. Pour peu donc que vous aimiez la vie et que vous vouliez suivre mon conseil, vous n'irez pas plus loin et vous retournerez chez vous. Mais le prince persista dans sa résolution et le derviche dut accepter de l'aider. Il sortit du sac qu'il avait près de lui une pelote de fil qu'il lui présenta. Prenez cette pelote de fil, et quand vous serez à cheval, jetez-la devant vous, et suivez-la jusqu'au pied d'une montagne, où elle s'arrêtera. Quand elle sera arrêtée, vous mettrez pied à terre, et vous laisserez votre cheval la bride sur le cou, qui demeurera à la même place en attendant votre retour. En montant, vous verrez à droite et à gauche une grande quantité de grosses pierres noires. Et vous entendrez une confusion de voix de tous les côtés qui vous diront 1000 injures pour vous décourager et pour faire en sorte que vous ne montiez pas jusqu'en haut. Mais gardez-vous bien de vous effrayer et sur toute chose de retourner la tête pour regarder derrière vous. En un instant, vous seriez changé en une pierre noire, semblable à celle que vous verrez, lesquels sont autant de seigneurs comme vous, qui n'ont pas réussi dans leur entreprise, comme je vous le disais. Si vous parvenez en haut de la montagne, vous y trouverez une cage, et dans la cage l'oiseau que vous cherchez. Comme il parle, vous lui demanderez où sont l'arbre qui chante et l'eau jaune, et il vous l'enseignera. Je n'ai rien à vous dire davantage. Voilà ce que vous avez à faire, et voilà ce que vous avez à éviter. Le prince le remercia, remonta à cheval et jeta la pelote devant lui. Elle roula et continua de rouler jusqu'au pied de la montagne. Puis elle s'arrêta, alors il descendit du cheval. Après qu'il eut reconnu la montagne des yeux, qu'il eut remarqué les pierres noires, il commença à monter. Il n'eut pas fait 4 pas que les voix dont le derviche lui avait parlé se firent entendre sans qu'il ne vît personne. Les unes disaient « Où va cet étourdi ? Où va-t-il ? Que veut-il ? Ne le laissez pas passer. » Et d'autres « Arrêtez-le, prenez-le, tuez-le. » D'autres criaient d'une voix de tonnerre « Au voleur, à l'assassin, au meurtre !» D'autres au contraire criaient d'un ton railleur « Non, ne lui faites pas de mal, laissez passer le beau mignon. Vraiment, c'est pour lui qu'on garde la cage et l'oiseau. Nonobstant ces voix importunes, le prince Bahman monta quelque temps avec constance et avec fermeté, en s'animant lui-même. Mais les voix redoublèrent avec un tintamarre si grand et si près de lui, tant à avant qu'en arrière, que la frayeur le saisit. Les pieds et les jambes commencèrent à trembler. Il chancela, et bientôt, comme il se fut aperçu que les forces commençaient à lui manquer, il oublia la vie du derviche. Il se retourna pour se sauver en descendant, et dans le moment, il fut changé en une pierre noire. Plusieurs jours se sont écoulés depuis le départ du prince Bahman pour son voyage. La princesse Parizade et le prince Perviz sentirent qu'il était arrivé quelque chose à leur frère. N'y tenant plus, le prince Perviz annonça « Ma sœur, je pars à la recherche de notre frère et je compte bien aussi vous ramener ces 3 choses qui vous tiennent à cœur. Ne vous tourmentez plus. » La princesse fit tout ce qu'elle pouvait pour dissuader son frère, mais il resta inflexible. Le prince Perviz partit, et le 20e jour, il rencontra le même derviche à l'endroit où son frère l'avait trouvé. Il lui posa la même question et le derviche lui répondit la même chose en le mettant aussi en garde comme il l'avait fait quelque temps plus tôt pour son frère aîné.
Le prince Perviz arriva enfin en bas de la montagne, et quand il eut vu que la pelote s'était arrêtée, il mit pied à terre. Avant qu'il fît le premier pas pour monter, il demeura un moment dans la même place en rappelant dans sa mémoire les conseils que le derviche lui avait donnés. Il s'encouragea et il monta bien résolu d'arriver jusqu'en haut de la montagne. Il avança 5 ou 6 pas. Alors, il entendit derrière lui une voix qui lui parut fort proche, comme d'un homme qui le rappelait et l'insultait, en criant « Hé, attends, téméraire, que je te punisse de ton audace !» À cet outrage, le prince Perviz oublia tous les avis du derviche. Il mit la main sur le sabre, il le tira, il se tourna pour se venger, mais à peine eut-il le temps de voir que personne ne le suivait, qu'il fut changé en une pierre noire. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que le prince Perviz était parti, et la princesse Parizade sentit qu'il était arrivé quelque chose à son frère. Alors il ne perdit pas le temps à donner des marques extérieures de sa douleur. Elle se fit un effort pour la retenir tout en elle-même, et dès le lendemain, armée et équipée, elle monta à cheval et partit, en prenant le même chemin que les 2 princes ses frères avaient tenu. Au 20e jour, elle rencontra aussi le derviche et alla s'asseoir près de lui. Et après qu'elle le saluait, elle lui dit « Bon derviche, vous voudrez bien que je me repose quelques moments près de vous et me faire la grâce de me dire si vous n'avez pas entendu dire que quelque part aux environs, il y a dans ces cantons un lieu où on trouve l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante et l'eau jaune. » Le derviche lui répéta la même chose qu'il dit quelque temps plus tôt à ses frères. Quand le derviche eut achevé, la princesse dit « À ce que je comprends par votre discours, la grande difficulté pour réussir dans cette affaire est premièrement de monter jusqu'à la cage sans s'effrayer du tintamarre des voix qu'on entend sans voir personne. Et en second lieu, de ne pas regarder derrière soi. Pour ce qui est de cette dernière condition, j'espère que je serai assez maîtresse de moi-même pour la bien observer. Quant à la première, j'avoue que ces voix, telles que vous me les représentez, sont capables d'épouvanter les plus assurés, mais comme dans toutes les entreprises de grandes conséquences et périlleuses, il n'est pas défendu d'user d'adresse. Je vous demande si on pourrait s'en servir dans celle-ci, qui m'est d'une grande importance. « Et de quelle adresse voudrez-vous user ?» demanda le derviche. « Il me semble, répondit la princesse, qu'en me bouchant les oreilles avec du coton, si forte et si effroyable que les voix puissent être, elle en serait frappée avec beaucoup moins d'impression. Comme aussi elle ferait moins d'effet sur mon imagination, mon esprit demeurait dans la liberté de ne pas se troubler jusqu'à perdre l'usage de la raison. »« Madame, reprit le derviche, je ne sais si quelqu'un s'est servi de l'adresse dont vous me parlez, mais pas un ne me l'a proposé. » La princesse le remercia et se mit en route. Quelque temps après, elle arriva au pied de la montagne. Comme elle l'avait décidé, elle se boucha les oreilles de coton et commença à monter d'un pas égal. Elle entendit des voix et elle s'aperçut d'abord que le coton lui était d'un grand secours. Plus elle avançait, plus les voix devenaient fortes et se multipliaient, mais non pas au point de lui faire une impression capable de la troubler. Elle entendit plusieurs sortes d'injures et de railleries piquantes par rapport à son sexe, qu'elle méprisa et dont elle ne fit que rire. « Je ne m'offense ni de vos injures, ni de vos railleries, disait-elle en elle-même. Dites encore pire, je m'en moque, et vous ne m'empêcherez pas de continuer mon chemin. » Elle monta enfin si haut qu'elle commença à apercevoir la cage et l'oiseau. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. On va déjà analyser ce qu'on vient de lire et comme d'habitude, on poursuivra la lecture de ce conte dans 15 jours. Alors de quoi est-ce que ce conte nous parle ?
On ne va pas y aller par 4 chemins, on va l'annoncer d'emblée. Ce conte nous parle de nos désirs et de nos rêves les plus profonds. Il nous invite à les poursuivre, quoi qu'il arrive. C'est aussi simple que ça. Évidemment, c'est facile à dire. Et on l'entend tellement souvent qu'il est important de poursuivre ses rêves. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le chemin vers la réalisation de nos rêves n'est jamais facile. Et souvent, il est périlleux, rempli de dangers, de doutes, de peurs, d'hésitations, parfois même de remords, parce qu'on peut penser que c'est une démarche égoïste et qu'on était en fait éduqué pour ne pas l'être. Le conte nous montre qu'il est pourtant primordial de poursuivre ses rêves. Il n'y a aucun doute, aucun double message là-dessus. Mais le conte nous met en garde qu'il faudra rester inflexible. Il faudra aussi ruser un peu pour y arriver. Ne rêvons pas, nos désirs ne vont pas se réaliser tout seuls. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si important de poursuivre ses désirs ? Le conte va répondre à cette question. Mais avant même de plonger dans l'analyse du conte, j'ai envie de reprendre ici les paroles de Frédéric Lenoir, qu'il a écrit dans son livre sur le désir. Alors je le cite. « Je suis convaincu que nous ne retrouverons notre liberté et une joie véritable qu'en cultivant l'élan vital, en réveillant nos désirs les plus personnels. Le désir, c'est donc notre élan vital. Et il nous est vital. Car diminuer le désir, c'est diminuer la vie, nous dit encore Frédéric Lenoir et plusieurs philosophes avant lui, comme Bergson, Nietzsche et d'autres encore. Mais revenons au conte de la princesse Parizade, qui va manifester un vif désir de posséder ces 3 choses incroyables dont la dévote lui a parlé. Il ne lui manque rien comme ça à la princesse Parizade. Elle a une belle maison, un magnifique jardin, ses frères qui l'aiment, elle-même c'est une beauté, elle est instruite, elle est cultivée, elle a toutes les qualités, elle a tout va très bien pour elle, mais pourquoi aller chercher ces 3 choses ? Regardons de plus près. Le conte nous décrit longuement la maison. La maison est belle, bien entretenue, ravissante, accueillante, etc. Autrement dit, ici, en décrivant la maison, le conte nous décrit la princesse. Sa maison, c'est son reflet. Belle, bien entretenue, accueillante. Tout ça, oui, mais il lui manque un truc. Une touche de magie, en fait. Tout paraît vraiment en ordre, tout paraît être à sa place dans cette maison et chez la jeune femme aussi, mais il n'y a pas de magie, tout est trop bien ordonné. Il faudrait y insuffler un peu de chaos. Comme disait Nietzsche, et là je le cite, « Je vous le dis, il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Magnifique. Il manque à la princesse Parizade ce chaos, cette magie, cette étincelle. Elle ne le sait pas, ne le voit pas, mais par contre cette vieille sage-femme, la dévote, arrive à le déceler au premier coup d'œil. La princesse Parizade décide donc de se lancer à la recherche de cette touche de magie, de cette petite étoile qui danse et qui manque à sa vie, qui manque à son âme. Alors là, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse ici pour partager avec toi mon expérience personnelle. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en poste au sein d'une grande entreprise en train de poursuivre ma carrière, et puis petit à petit, j'ai commencé à me sentir assez mal à l'aise en fait. Dans ma vie bien ordonnée, bien rangée, sécurisée par cet emploi d'ailleurs qui finalement ne me faisait plus rêver. J'avais vraiment le sentiment que la vie commençait à se rétracter comme ça en moi. Quelques petits soucis de santé aussi sont arrivés. Et avec ça, un sentiment d'une grande insatisfaction. Et sur le plan de mes relations, j'ai aussi commencé à créer un vide autour de moi. Et puis un beau jour, il était devenu évident pour moi que je devais changer de vie. Alors ça n'arrive jamais comme ça d'un coup, c'est tout un processus, on le sait, mais en tout cas, un beau jour, j'étais capable de prendre la décision de changer de vie. Et évidemment, j'ai entendu des voix. Ces fameuses voix qui venaient de partout et aussi, et surtout, de ma propre tête. Et aujourd'hui, je suis encore en train de gravir cette montagne et j'entends encore des voix qui viennent beaucoup de ma propre tête,
Et je compte bien ne pas me retourner pour ne pas être transformée en pierre. En tout cas, ne pas fléchir et poursuivre ce que j'ai entamé. Et voilà, en fait, je pourrais dire que je suis actuellement dans ce conte, Le voyage de Parisade. Et comme ce conte est d'une richesse incroyable, et qu'il y a des clés et des leçons ultra précieuses, j'avance pas à pas, mais en toute conscience. Et en fait, je ne me laisse pas posséder par les événements. Pourquoi ? Parce que j'arrive à voir ce qui se joue autour de moi à travers ce conte. Je m'appuie sur la sagesse du conte. Et voilà, quand je dis dans mes différents posts et dans des vidéos dans quel conte, mythe tu es, là c'est vraiment l'illustration de ce que ça veut dire de vivre dans un conte ou dans un mythe. Mais revenons au conte. Il y a donc 3 tentatives pour parvenir en haut de la montagne. D'abord, les 2 frères y vont, puis la princesse elle-même. Mais prenons ça non pas comme la princesse qui envoie à sa place les autres et puis après il va tout à la fin. Regardons ça plutôt comme un seul individu qui fait plusieurs tentatives avant de réussir. Donc on l'a déjà dit tout à l'heure, le vrai désir, ça se gagne. On doit escalader une montagne pour y parvenir et pas n'importe quelle montagne. La montagne de doute, de peur, d'hésitation, de moquerie, etc. Les voix sont fortes, insistantes, persistantes, malveillantes. Les êtres qui nous parlent sont invisibles, c'est presque pire encore. Ce sont les voix qui sont avant tout dans notre tête. Toutes ces voix, ces juges internes qui nous empêchent d'avancer, toutes ces voix qui nous détournent de notre but, toutes ces voix qui nous font rester dans notre zone de confort, en sécurité, et qui nous dissuadent de tenter quoi que ce soit dans notre vie. Toutes ces voix, il faut apprendre à se boucher les oreilles pour ne pas qu'elles deviennent trop prégnantes. Il y a un tableau de Dali qui pourrait représenter ces voix malveillantes. Le tableau s'appelle « Perspective ». Je t'ai mis le lien dans les notes de cet épisode, tu regarderas, c'est assez frappant. Ces voix, ce sont aussi les voix de notre entourage, nos amis, notre famille, en fait, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on veut tenter ce projet, pourquoi on ne reste pas là où on a toujours été, pourquoi on veut changer. Et il est tellement plus facile de céder. On ne veut pas contrarier les autres. On ne veut pas détruire ou rompre la relation. Mais le conte nous enseigne de ne pas se laisser impressionner par ce que disent ces voix. Évitez d'y prêter trop attention. Le conte nous dit, il montre que lorsque nous avons un vrai désir, une vraie quête, il faut la suivre coûte que coûte. Sans ce désir, sans cet élan vital, on est des morts vivants en fait, nous dit le conte. Les 2 frères sont transformés en pierre parce que leur désir s'est émoussé, s'est affaibli devant les voix malveillantes. Le conte n'accuse pas les frères, il nous offre une métaphore très forte ici, parce qu'il veut nous faire prendre conscience que quand le désir n'est plus là, la vie se rétracte. La vie se retire de nous et nous devenons une pierre. Dans leur entreprise, leur ascension de cette montagne, les frères vont commettre 2 graves erreurs. Le premier, il va se laisser décourager, impressionner, décourager par ce qu'on lui dit. Et il décidera de revenir en arrière, il sera puni. Le conte dit ici que même si le chemin est dur, même si parfois on est tenté d'abandonner, il faut continuer, avancer, avancer, avancer et avancer encore. C'est marrant, ça me fait penser à un truc qui m'a pas mal marqué. Un jour, j'ai écouté un podcast d'un coach américain multimillionnaire, Jack Canfield, qui parlait des entrepreneurs et qu'il fallait qu'ils avancent malgré des refus qu'ils reçoivent finalement à chaque coin de rue. Et il a répété ces 2 mots 10 fois peut-être. No next, no next, no next. Je vais pas le faire 10 fois. On te dit non en fait, et toi tu te dis dans ta tête, bon ok, c'est pas grave, au suivant. No next. Et voilà, c'est resté, et c'est quelque chose que d'ailleurs je répète un peu assez souvent en ce moment dans ma tête, et le conte finalement nous dit exactement la même chose. Le second frère, lui, il va commettre une erreur différente. Il va vouloir combattre les voix. Autrement dit, c'est quand on essaye d'avoir raison, en fait. On commence à argumenter. Le symbole ici, c'est le sabre. Donc, il tire son sabre et il part au combat.
Dans nos expériences à nous, ça serait je pars en joute verbale contre le détraqueur de mon projet parce que je veux le convaincre à tout prix. Mais à quoi ça sert? Pourquoi chercher à avoir raison? On va s'épuiser pour rien et puis ça nous tire en arrière. Le frère se retourne pour combattre la voix derrière lui. En fait, ce boulet qui nous entrave. Et là, punition. Il est lui aussi transformé en pierre. Comme toujours, le conte emploie les métaphores dures, voire brutales. Regarde, la princesse Parisade ne se laisse pas démonter par la disparition de ses deux frères. Elle ne s'apitoie pas sur son sort, du tout, elle fonce vers cette montagne, elle y va. Elle suit son désir. Justement, ici, il faut éviter de prendre le conte au pied de la lettre et se dire que la princesse Parisade, en fait, elle a pas de cœur, voilà, elle est insensible, elle est égoïste, elle est obsédée par ces trois merveilles et finalement, la mort de ses frères, elle en a rien à faire. Non, ici, il faut vraiment lire entre les lignes. Les deux frères, transformés en pierre, ce sont deux premières tentatives avortées, échouées. La princesse Parisade, au contraire, elle montre une résilience très importante ici. Elle y va. Elle tente de nouveau, elle fait cette troisième tentative. Elle ne se laisse pas décourager. On dirait là que l'individu a appris de ses erreurs. Et riche de ses expériences, il est de nouveau prêt à tenter l'aventure. La princesse Parisade, elle est résiliente, on l'a dit. Elle sait que pleurer sur ses deux premières tentatives ne sert à rien. Elle va se servir de ses échecs pour réussir cette fois-ci. La princesse Parisade va tenter de nouveau, mais cette fois, elle a une idée ingénue. Elle va boucher les oreilles avec du coton pour que ses voix malveillantes soient moins fortes à ses oreilles. Regarde, je te cite le conte. « Il me semble, répondit la princesse, qu'en me bouchant les oreilles avec du coton, si forte et si effroyable que les voix puissent être, elle en serait frappée avec beaucoup moins d'impression. » Et on peut dire que ça a bien marché. Tu remarqueras, tiens, un truc intéressant, elle n'a pas choisi de ne plus du tout entendre ses voix, mais de les entendre moins, de telle sorte que ses voix ne l'impressionnent pas outre mesure. Ils ne parviennent pas à affaiblir sa volonté. Elle choisit néanmoins de les entendre, toujours un peu. Autrement dit, elle choisit de ne pas être complètement coupée de son environnement. Elle entend ce qui se passe. Elle entend ce qu'on lui dit. Mais ça ne l'affecte pas ou peu. Les voix qui passent par le coton qui est dans ses oreilles sont beaucoup moins prégnantes. Et ça change tout. C'est un conte qui s'applique à chacun de nous, qui décide de suivre ses désirs, son appel d'âme. Il s'applique à celui qui entreprend quelque chose, un projet, une création, une entreprise, peu importe. Il s'agit de créer quelque chose. Cet entrepreneur, au sens large du terme, qui crée, qui se lance dans un projet, il va forcément se tromper. Il va forcément se tromper même plusieurs fois. Ça, on le sait. Il va peut-être devoir pivoter, tenter de nouveau, tenter autrement, sans jamais se décourager, parce qu'au fond de lui, il sait qu'il est sur la bonne voie, celle qui est dictée par son cœur. Je te propose un exercice ici. Premièrement, je voudrais que, si tu es d'accord bien sûr, que tu te souviennes d'un projet. Il faudrait que ça soit un projet hyper important pour toi, voire vital, que tu as entrepris récemment ou il y a longtemps, peu importe. Comment s'est passée pour toi l'ascension de cette montagne, si on se réfère au conte? As-tu entendu des voix invisibles? La deuxième question, qu'as-tu fait alors pour ne pas trop les entendre? Quelle était ton astuce à toi? Et est-ce que ça a marché? Et la troisième et dernière question, et sinon, si justement ces voix t'ont perturbé, qu'as-tu appris de cette expérience? Et qu'est-ce que tu retiens pour une prochaine tentative ou pour un nouveau projet? Et bien sûr, je mettrai la liste des questions dans les notes de cet épisode. Si tu as envie de partager avec moi tes expériences et tes réflexions à ce sujet, tes commentaires aussi, je t'invite à m'écrire à l'adresse email que tu trouveras dans les notes de cet épisode. Ou bien tu peux aussi me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram, j'ai mis dans le show notes les liens. J'aime vraiment beaucoup recevoir les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr.
Une séance de 30 minutes est offerte et il y a un bouton de prise de rendez-vous sur le site. N'hésite pas à cliquer dessus, je serai là pour t'accueillir. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de ce merveilleux conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça aidera à faire connaître le podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.